Hein, ce n'est pas forcément dans le temps présent qu'on va voir les implications, mais c'est sur le long terme lorsque les choix seront faits. Et est-ce qu'on a encore le temps de faire les choix? Hein, c'est une des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Voilà. Par ailleurs, vous savez tous que nous avons, à l'heure actuelle, nous subissons une énorme sécheresse et une énorme chaleur, hein, et que donc toutes ces questions d'autosuffisance alimentaire, hein, de sécheresse, de chaleur, etc., nous concernent au premier plan, hein, bien évidemment. Voilà. Merci, messieurs. La parole est à vous. Merci aux amis de l'université de nous recevoir. Merci à vous tous pour le temps que vous avez consacré à cette conférence et la confiance que vous avez pour pouvoir la suivre. Il faut... alors on a, dans le schéma, normalement on a 45 minutes de présentation, 45 minutes d'intervention pour pouvoir discuter. Donc je vous propose qu'on discute après l'intervention, ce qui évitera de poser des questions pour lesquelles il y a déjà les réponses. Donc, je suis aussi donc permaculteur, mais ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas non plus apiculteur de métier, plus connu sous le rôle d'ambassadeur de World Clean Avenir. J'agis aussi pour Vague, et c'est dans le cadre d'Oasis Réunion que j'ai acquis toutes les connaissances que je vais pouvoir partager avec vous ce soir. Jacques, est-ce que tu veux compléter un petit peu Alors moi, oui, je suis agronome, hein, et puis disons, je m'intéresse quand même à tous les aspects sociétaux, donc je suis adhérent à Greenpeace, disons, c'est des endroits de débat entre différentes associations où on se pose des questions, telles que celles qu'on va débattre aujourd'hui, de savoir comment on peut faire évoluer cette société. Voilà, en dehors du côté vraiment technique des choses, quoi. Et puis Bernard Bonnet, qui devait être là, que vous verrez, on va en parler tout à l'heure dans la partie pour laquelle il a rédigé des articles. Il s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir, il a des obligations familiales. C'est une partie que je maîtrise forcément moins, puisque c'est lui qui est vraiment le scientifique sur le sujet. Donc je vais vous expliquer ce passage-là, mais je n'aurai très clairement pas le même niveau que lui, il ne faut pas du tout s'y attendre. Pour autant, on va quand même essayer de dire des choses. Est-ce que la souris fonctionne? Ça va être un peu compliqué, je sais, si elle n'est pas opérationnelle. Bon, clairement, pourquoi est-ce qu'il faut une autonomie alimentaire à La Réunion? On va vous proposer un contexte mondial, on va vous donner un état des lieux de La Réunion, on va vous dire pourquoi c'est urgent, de changer de modèle. Est-ce que c'est possible? Parce que ça se trouve, l'autonomie alimentaire, elle n'est peut-être pas possible. Et puis, on complétera avec une question qu'on se pose tous. Est-ce que le bio, ça coûte plus cher? Dans votre tête, vous dites, pourquoi il me pose la question? Je sais déjà. Je vous tiens de pari qu'à la fin de la réunion, vous aurez une autre vision. Jacques, est-ce que ça t'embête de passer les trucs? Sinon, ça va être un peu compliqué. Ouais. Okay. Là, cette diapo, bon, elle reste comme ça. En fait, l'idée, qu'on soit bien clair, c'est que nous, ce qu'on souhaite, c'est que demain, s'il y a des problèmes, on puisse nourrir toute la population réunionnaise. Est-ce que c'est possible? Tout ce qu'on va vous dire ce soir, c'est basé sur des faits scientifiques. Chaque élément, il a été sourcé avec quelque chose qui ça peut être l'ADEME, ça peut être la Chambre d'agriculture. À chaque fois, ce sont des éléments qui sont normalement incontestables. Si tu veux bien passer la suivante. Le contexte mondial, vas-y. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du rapport Meadows. Le rapport Meadows, il date de 1972, et en gros, ici, ils ont repris en 1972 tous les éléments, et ils en ont tiré des courbes. Et ils se sont dit, prenons la pollution, prenons la production, prenons la population, prenons la production de services, prenons la nourriture et prenons les ressources. Tout ça, ça augmente, tout ça, ça se diminue,
et il se rend compte qu'entre 2010 et 2030, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a plus de ressources qui sont consommées que ce qu'il y a sur la planète. C'est pour ça que vous avez déjà entendu dire que nous ne pouvons pas avoir une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Ici, c'est ce qu'on appelle aussi l'effondrement. Donc c'est entre 2010 et 2030. Peut-être qu'il va y avoir un décalage, mais en tout cas, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une vraie problématique. Si tu veux bien passer la suivante. Mais pardon, tu as bien... Non, attends, juste un truc. C'est que, ici, je vous avez dit que c'était 1972, ça c'est le scénario numéro 3 du rapport Meadows. Tout ce que vous voyez là entre 1972 et les années 2000, c'est autant ça c'est les projections qui ont été faites en 1972, autant ça c'est la réalisation. C'est-à-dire qu'on voit très bien que les réalisations sont très proches des projections qui ont été faites en 1972. Donc on peut spéculer en disant, imaginez que ça n'arrivera pas. Je dis que c'est des chercheurs du MIT qui ont fait ça, Massachusetts Institute of Technology, une des pointures. Enfin, moi franchement, on me dit que ça va arriver, je travaille quand même dessus. Si tu veux bien passer, s'il te plaît. Ça, c'est quand on parle de réchauffement climatique. La courbe qui va d'ici à là, c'est 800 000 ans. 800 000 ans de variation. Et ça, c'est ce qui s'est passé depuis les années pré-industrielles. Le réchauffement climatique. Si vous pouvez voir, durant les 800 000 dernières années, il n'y a jamais eu un réchauffement climatique aussi intense que ce qui est là. Et clairement, on a des climato-dénialistes et non pas des climato-sceptiques. Sceptique, c'est quand il y a un doute. Moi, j'ai pas de doute que celle qui m'a enfanté est une femme. Aucun. Et là, j'ai aucun doute pour que ce soit bien la production que ce soit l'activité humaine qui est la cause du réchauffement climatique. Si tu veux bien aller sur la suivante. Dans le réchauffement climatique, un élément qu'il faudra prendre en compte, c'est que pour produire des élevages, il faut qu'on amène du soja. Ce soja, il est principalement produit en Amérique du Sud, au Brésil. Pour pouvoir le produire, donc on fait de la déforestation. La déforestation empêche la limitation de réchauffement climatique, voire y contribue par la production des animaux. C'est bien la suivante. Je vous passe rapidement, WWF qui nous dit qu'il y a 73% des vertébrés qui ont disparu. Ça, je présume que vous savez, je ne vais pas... Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux pesticides et à la déforestation. Ce chiffre, 2024. Ici, on a encore des courbes qui sortent du GIEC, avec des scénarios qui nous placent donc avec plus 1 jusqu'à plus 5, il me semble, avec les conséquences qu'il peut y avoir en fonction du réchauffement. Est-ce que dans votre tête, vous pouvez imaginer quelle différence de température il y avait entre aujourd'hui et la dernière glaciation de la planète, la dernière ère glaciaire de la planète? Est-ce que quelqu'un sait quelle est la différence de température? Est-ce que quelqu'un veut tenter un chiffre? C'est 4 degrés. C'est 4 degrés. 4 degrés. En moins. En moins, en l'occurrence. Entre la dernière période... Et là, on nous dit, nous, Français, on va faire un plan et on va s'adapter à plus 4. D'accord. Bah, moi, je préfère pas m'adapter, je préfère éviter que ça arrive. Si tu veux bien, ça se passe à la suivante. Voilà. Donc là, c'est pareil. Ça a été, donc ça, vous pouvez le retrouver aussi sur le géorisque.gouv.fr. Et plus c'est rouge, et plus c'est des risques. Et là, vous voyez, la Réunion, elle m'a l'air un petit peu écarlate. Donc tout ça, ça veut dire qu'il va y avoir des fortes chaleurs, de l'humidité, et que c'est un cocktail mortel. Est-ce que vous avez une idée de combien de temps vit une personne sous les tropiques à plus 50? Combien de temps on peut vivre? Alors évidemment, pas dans une salle climatisée, va de soi. Combien de temps on peut vivre? Quelqu'un tente? Quelques minutes. Un jour. Quelques heures. Mais la réponse? Quelques heures. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous me voyez habillé comme ça, ce n'est pas un manque de respect, mais c'est juste parce qu'on vit sous les tropiques et qu'il faudrait que tout le monde adapte ses vêtements aux tropiques, et plutôt que d'avoir des pantalons longs, des chemises longues, des cravates et des vestes, et on met la clim,
on s'habille en tenue adaptée à son environnement et on n'a pas besoin de mettre la clim et donc on ne contribue pas au réchauffement climatique. Ça fait partie des combats que je mène, si tu veux bien passer. Je résume le contexte mondial, l'effondrement, réchauffement climatique et la chute de la biodiversité. Diapo suivante, s'il te plaît. À La Réunion maintenant. Ça a été fait par Météo France Réunion et on voit les évolutions de température. Quand c'est bleu, ça veut dire que c'est frais. Quand c'est rouge, je vous laisse deviner. Et donc on vit actuellement à plus quasiment, on est à, je crois qu'on est à 1,4 maintenant, cette année. Ça c'est très important aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette carte. C'est ici vous avez la source. Ça c'est la Réunion, les forêts à La Réunion en 1665. Ça c'est les forêts à La Réunion en 2020. Donc nos puits de carbone ont disparu. On sait par une étude qui a été menée en Grande-Bretagne, il me semble que c'était en Écosse, qu'il a été déterminé que ce sont les arbres qui apportent la pluie et non pas la pluie ou l'eau qui apportent les arbres. Ce sont les arbres qui apportent. Donc quand on déforeste et qu'après ils entendent dire il y a de la sécheresse à La Réunion, ah, bah dis donc, bah, comment ça se fait? Bah, vraiment, je ne comprends pas. Laisse les arbres, t'auras de l'eau. Alors, Jacques a participé tout à l'heure à une vidéo sur l'agroforesterie. Peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure avec les questions. Mais ça m'a l'air d'être très intéressant. Ça, c'est le schiste projet qui a donné les risques qu'il pouvait y avoir. Je vous passe juste les deux plus importants, perte agricole et difficulté d'accès à l'alimentation, si tu veux bien passer. Maintenant, quelques chiffres, si tu veux bien passer aussi. Alors, on entend que ce soit le président, que ce soit la première ministre, que ce soit le département, que ce soit la préfecture, etc., il paraît qu'on est autonome à hauteur de 70% en fruits et légumes. Donc ça veut dire cool, on peut quand même produire pour toute la population réunionnaise, on a déjà 70%. Mais le petit problème, c'est que l'alimentaire est conforme aux objectifs fixés. Passons à la diapo suivante. Avec Oasis Réunion, on avait déterminé que nous sommes dépendants à 77% des importations. Quelques années plus tard, l'ADEME a fait un travail similaire et a déterminé, pardon, ça c'est l'ADEME, mais nous on avait déterminé que c'est 80%. Dépendant. Et si jamais on rajoute tout ce qui concerne les intrants, on est dépendant à hauteur de 95%. Ce qui veut dire qu'on est indépendant à hauteur de 5%. Et aujourd'hui, dans les réserves, d'après ce qu'on a déterminé, on n'a que 3 à 4% pour pouvoir nourrir les humains et les animaux. Et Jacques va vous faire la suite. S'il ne marche pas sur le fil. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ah voilà. Ah, non, c'était... Je sais pas. Ben... Hop, là, avec douceur. Bon. Alors, effectivement, je vais essayer de mettre ce que vient d'être dit en perspective de la situation agricole et de ce que l'on peut dire en lien vraiment avec une durabilité des systèmes de production. Alors, vous voyez ici des éléments qui concernent donc, le nombre d'exploitations agricoles engagées en AB. Bah, le fait de parler d'AB, c'est quand même l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, et c'est quand même ce sur quoi on peut partir en termes de limitation d'intrants et de systèmes de productifs le plus durable, donc c'est une bonne base. Alors vous voyez que c'est quand même une croissance, mais il faut quand même voir que vous voyez quelque chose qui sécrète un petit peu, et c'est quand même une réalité, c'est-à-dire que globalement, que ce soit à La Réunion ou en métropole actuellement, on voit quand même une certaine tendance à la stagnation, parce que les agriculteurs biologiques ont quand même un petit peu de mal à vivre. Si on regarde la diapo suivante, alors là, ça vous donne en termes de surface à La Réunion, 6% de surface agricole engagée en bio. Bon, c'est pas énorme, hein.
Sachant que, alors d'expérience, il faut voir, et les chiffres ils méritent d'être travaillés, c'est pas forcément toujours les surfaces les plus faciles. Hein, ça va être parfois des parcelles dans les bio, c'est quand même des choses qui peuvent être des petites exploitations. Donc c'est pas forcément là où il y a le plus de productivité encore. Hein. Bon, c'est à retravailler, mais vous voyez que de toute façon, 6%, on est quand même très faible. Bon, et puis après, on va voir d'autres aspects. Je peux passer à la diapo suivante. Alors si on met en perspective ces aspects de production, donc bio, donc vivrière, en lien avec, la production industrielle de la canne à sucre, vous avez là quand même aussi des choses qui sont intéressantes. La canne à sucre, c'est 53% de la surface agricole quand même de la Réunion. Hein. Vous avez des choses intéressantes qui sont de voir que finalement, quels que soient les bassins de production, on est en diminution constante du tonnage produit. Là, pour l'actualiser un petit peu, 2024, vous voyez, c'est de pire en pire. Et 2024, c'était une année à 1 100 000 tonnes, et les projections que j'ai entendues pour l'année prochaine, ce serait de 700 000 tonnes. Bon, pour des raisons climatiques en partie, cyclone, sécheresse puis cyclone, faible ressources en eau aussi, hein, puisque les étiages qu'on a connus et finalement ces épisodes cycloniques très rapides, ça n'a pas rechargé les ressources, donc y compris pour irriguer cette canne, ça a posé un problème. Irriguer une culture industrielle, c'est quand même un problème par rapport à irriguer une culture vivrière, c'est pas le même rendement, pas le même effet. Donc voilà, on est dans ces conditions-là, puis il y a une érosion qui se fait par l'âge des exploitations, les non-reprises, donc entre les phénomènes climatiques et puis une espèce d'érosion de cette culture qui est en perte de vitesse, on arrive à ça. Peut-être la suivante. Alors, évidemment, ça génère de la pollution agricole. Donc, il faut quand même voir que, compte tenu des surfaces, alors ça, c'est une approche des pollutions en herbicides, qui est une approche communale. Donc, vous voyez que c'est pas forcément... Ça prend des zones d'altitude qui correspondent aux communes. Hein. Donc c'est pas parfait peut-être cette carte, mais elle vous montre quand même que les bassins canniers du sud et de l'est sont quand même représentatifs d'une forte pollution. Peut-être la suivante. Excusez-moi, c'est quoi le code de couleur? Alors les codes de couleur, alors oui, c'est les IFT. Hein, c'est en IFT. IFT, ça veut dire indice de fréquence de traitement. Alors, si vous vouliez avoir des précisions, c'est une formule longue comme ça, hein, c'est une vraie formule mathématique. La fréquence des IFT, c'est-à-dire ça tient en compte à la fois des substances qui sont appliquées, hein, substances phytopharmaceutiques, et de leur fréquence. Donc, elle est très complexe, la formule. Hein. Si vous vouliez la voir, je pourrais vous la fournir, ça peut être des éléments qu'on peut vous donner derrière. Mais voilà, si le rouge, intuitivement, ouais, c'est voilà, le rouge est contaminé. Il y a moins de monde. Ouais, avec les IFT les plus fortes. Et le vert clair. Voilà. Alors vous voyez que le biais sur toutes ces choses-là, vous voyez une commune comme La Possession, bah, c'est une commune urbaine, donc vous voyez il y a un biais pour ces calculs-là évidemment. Donc ça mériterait d'être retravaillé à d'autres niveaux, mais cet indice de fréquence de traitement, c'est quand même la base de ce qui est utilisé dans des programmes comme DEFI, phyto, c'est-à-dire en fait les objectifs environnementaux depuis le Grenelle de l'environnement, de réduire de 50% les substances phytopharmaceutiques. Ça c'est un objectif de l'État, hein, au travers des programmes DEFI, c'est des programmes techniques pour arriver à 50%. Et vous allez voir par la suite si on... Mais en langage néophyte, ça veut bien dire que plus c'est rouge, plus il y a d'herbicides. Plus il y a d'herbicides. Et je vais revenir un petit peu sur justement ces objectifs de réduction. Vous allez voir parce qu'on n'y est pas. Alors, globalement, quand on parle de canne à sucre, on parle surtout d'herbicides. Quand on parle des cultures fruitières et maraîchères, on parle surtout d'insecticides et de fongicides. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'herbicides, mais en termes de gros volume, de gros rapports, c'est quand même là où il y a des préoccupations. Alors pour y travailler, moi, sur ces aspects fruitiers ou maraîchers ou horticoles de façon générale, on a des leviers insecticides et fongicides en termes de protection biologique des cultures, on pourra en parler peut-être dans le débat. Mais sur les cultures intensives comme la canne à sucre, le côté herbicide, c'est un peu incompressible. Parce que finalement, au-delà du fait qu'il y a effectivement des instituts techniques qui travaillent dessus, hein, ERCAN qui peut travailler sur des systèmes
d'interrants où ils vont mettre des plantes de service pour faire une concurrence aux herbicides. Dans la pratique et en termes de volume sur la durée, on n'y est pas. C'est-à-dire que finalement, les chiffres les plus récents, ils font savoir que depuis ce programme défi, enfin ces objectifs gouvernementaux de réduire de 50% les tonnages de substances phytopharmaceutiques, il faut regarder le détail, mais en termes de tonnage, on est constant, voire on a augmenté. Et on est constant, voire on a augmenté. Pourquoi? Parce que sur le gros volume, le gros volant cagné, la situation elle n'a pas bougé. Donc le côté herbicide et en termes de tonnage, on n'a pas progressé sur la diminution d'herbicides appliqués à la canne. Voilà. Alors, c'est quand même en lien avec ça, c'est-à-dire que le risque de pénurie, ça se rapporte au diapo que vous a exposé Bernard quand même, c'est-à-dire un monde qui se tend, où en termes de logistique, on dépend complètement de l'extérieur. Évidemment, par Suez, etc. Donc, on est comme une île. Donc, l'insularité, c'est un vrai sujet politique, n'est-ce pas ? Et on l'a bien vu, blocus de 43, on en parlait l'autre jour, il y a encore des anciens, on connaît pour certains, qui l'ont vécu, y compris sur le vécu agricole de la chose, comment les gens se sont adaptés en 43 à ce blocus, et à une époque où on était évidemment une économie vivrière, tu disais 150 000 personnes. Quand tu parles de blocus, tout le monde ne le sait peut-être pas. Ah oui, le blocus... Blocus anglais. Voilà, le blocus anglais de Lille, voilà. Donc il n'y avait rien qui rentrait et rien qui sortait. Voilà. Donc il a fallu se nourrir voilà. avec les ressources. Et donc il y a un vrai enseignement en termes d'agriculture là-dessus, avec une agriculture réunionnaise qui était l'équivalent de celle des autres îles de la zone, Madagascar, Comores, Mayotte, Maurice. Qui était basé sur des céréales, du maïs, etc. Etc. Donc, et puis tout ce qui est amylacé, le songe, le fruit à pain, etc. Ils ont vécu comme ça. On a vu plus récemment un navire qui s'est échoué dans le canal de Suez avec un gros problème logistique. Voilà. Donc, on sait, un simple bateau qui se met en travers dans le canal de Suez, c'est un vrai problème. Les crises sociales, on les connaît, on sait qu'elles vont revenir pour des raisons structurelles, économiques et politiques. Le Covid, c'est des aléas qui arrivent. Les guerres, on l'a bien vu, les conflits, et on sait qu'ils sont liés par les problèmes de l'énergie, par les problèmes... Il y a énormément de choses qui sont sous-tendues là-dessus, donc ce n'est pas des choses qu'on va voir disparaître. Suivante. Alors, pour poursuivre un petit peu sur on a parlé du bio, et sur la terminologie des labels. C'est vrai que, vous voyez, il y a d'autres labels actuellement, comme HVE, haute valeur environnementale, on parle d'agroécologie, c'est des mots-clés qui font bien, c'est quelquefois géométrie variable, parce qu'au bout du compte, vous voyez qu'il y a des labels comme qui tolèrent aussi les fertilisants chimiques et les pesticides, on va en parler dans un instant, mais évidemment, quand on parle de fertilisants chimiques ou de pesticides, même de fertilisants chimiques, on n'est pas uniquement sur le côté sécurité alimentaire et qualité des éléments. Évidemment, pesticides, personne n'a envie d'en avoir dans son assiette. Les fertilisants chimiques, ça sous-tend d'autres problèmes liés aussi à l'énergie et c'est ce qu'on va voir derrière. Donc, juste en précisant que ce label HVE a fait énormément de tort à l'agriculture biologique, puisqu'il fait croire que c'est aussi bien que l'agriculture biologique, mais avec des contraintes qui sont largement moins fortes. Ce qui peut aussi expliquer, tout à l'heure tu disais, il y avait un plafond à La Réunion, mais aussi en métropole, et puis il y a même un organisme à La Réunion, Uprobio, qui a disparu, qui a dû fermer ses portes parce que justement il avait une concurrence, on va dire, déloyale. Clairement, on peut la dire déloyale. Clairement. Alors pourquoi changer de modèle? Alors voilà. Les risques qui sont liés à l'agrochimie, dépendance et pénurie, on l'a vu, parce que de toute façon, si on a besoin d'engrais minéraux ou de produits phytopharmaceutiques et qu'on ne s'est pas habitué à faire autrement, le risque il est immédiat, on ne sait pas convertir un système productiviste de ce type en autre chose, parce que c'est un sujet technique, il y a une inertie technique à faire évoluer les choses. Changement climatique. Le coût de l'énergie, il est complètement lié à ça, évidemment, par rapport à tous ces aspects gaz, énergie fossile.
La pollution des sols, on en reparlera, mais la pollution des sols, il faut quand même voir qu'en particulier, alors surtout tous les produits phytopharmaceutiques, mais sur les herbicides, qui sont vraiment le gros problème en termes de volume à La Réunion, qui sont en plus sur des zones, qui communiquent avec les aquifères de zones basses, et avec le fait que les substances, les molécules ne se dégradent pas dans le temps ou se convertissent en molécules plus simples, mais pas moins dangereuses, on a un vrai problème. Perte de biodiversité, c'est évident. Juste pour la partie coût énergétique, on ne va pas l'aborder durant cette conférence, mais sachez qu'il y a Valentin Russell qui fait une conférence samedi 26 avril à 15 h à la médiathèque du Tampon. Ça s'appelle « La Réunion peut-elle être autonome en alimentation et en énergie en 2040 ». Il a fait une thèse là-dessus, je pense qu'il a le niveau. Donc samedi 26 avril, 15 h, médiathèque du Tampon. Mais il l'a déjà fait 2 fois C'est à avec l'université. Il l'a fait 2 fois, d'accord. Ouais. Voilà, on peut passer à la suivante si tu veux. Ouais. Alors voilà, alors évidemment les agriculteurs sont les premières victimes, et ça je le constate moi, c'est que finalement, y compris, bon les gens, il y a une prise de conscience quand même des agriculteurs qui ont quand même compris que l'agrochimie ça coûte cher, c'est une vaste arnaque quand même, ça coûte cher, ça ruine leur santé et ça prend de leur temps. Parce que, donc finalement, de façon très pragmatique, quand même, les gens ont une sensibilité plus importante, ça je le constate, qu'on ne le croit, à vouloir évacuer cette agrochimie. Mais ils sont contraints dans un système, malgré tout, alors ils y bouffent leur santé, et puis alors, et c'est vraiment le cas avec les Réunions, avec les fortes pluviométriques qu'on a évidemment, au-delà de leur santé, c'est des pollutions diffuses, donc ça s'infiltre dans les sols, dans les nappes, il y a des dérives dans l'air, c'est entraîné par le vent, donc finalement on subit tous, que ce soit l'applicateur ou le consommateur de produits alimentaires, ou les sols, et donc à long terme tous notre santé par rapport à cette inertie qu'il y a dans les sols à retenir toutes ces matières, on le subit tous. Alors évidemment, bon là, il y a le détail, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais enfin ça vous fait la relation entre les pesticides et le diabète de type 2 avec toutes les zones du corps qui peuvent être impactées. Comme on n'est pas spécialiste, on ne va pas... Ouais, voilà. Le suivant. Alors les effets des régimes végétariens sur la santé, moi je le suis, enfin je mange encore du poisson, mais c'est vrai que je mange plus de viande pour le reste. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, avec un rapport qui était paru en mars, et donc où on voyait ce rapport, c'était l'ANSES, qui donc donnait les effets des régimes végétariens sur la santé. En fait, c'est moi qui devais reprendre le truc à ce moment-là. Et Jacques, comme il est vaillant, j'en ai encore. Vas-y. Je connais aussi. Donc ce rapport met en place qu'il y a un risque plus faible de développer certaines pathologies quand on a une nourriture végétarienne, que ce soit donc des maladies cardiaques, également des infarctus, des troubles ovulatoires, certains cancers, vous voyez, la prostate, etc. Et puis jusqu'aux maladies ophtalmologiques et gastro-intestinales. Pour aller un peu plus loin. Il y a aussi des risques donc des fractures. Par contre, non, ça c'est en ce qui concerne les végétariens. Par contre, ils ont des risques un petit peu plus élevés en matière de fractures osseuses et d'hypospadias. S'il y a un médecin ici, n'hésitez pas. Et également, ah oui, ce sont des preuves plus faibles. Et les végétariens ont un statut nutritionnel, donc ils peuvent avoir des manques en matière de fer, d'iode, de vitamine B2, de vitamine B12. Je pense qu'à La Réunion, les vitamines D, ça devrait aller. Si, ça peut le faire. Oui. D'accord. Ben, on pourra, s'il y en a qui ont une information, n'hésitez pas, quand on passera sur la partie échange avec le public, on pourra s'enrichir, ça nous fera le plus grand bien. Après, des difficultés à couvrir des besoins nutritionnels en oméga 3 pour ce qui concerne les végétariens et pour les végétaliens, des problèmes aussi en matière de zinc. D'habitude, ma souris, j'ai juste besoin de cliquer, et là, il faut vraiment... Alors ça, c'est plutôt donc, Jacques qui va reprendre le relais, parce que là, on va parler du régime de l'azote. Et puis, tout à l'heure, on parlait de Bernard Bonnet.
Donc Bernard Bonnet a fait avec d'ailleurs Gilles Billen du CNRS, Josette Garnier qui est également du CNRS, mais également Alexandre Paumet. Ils ont rédigé ces 2 revues qui sont parues dans des revues scientifiques internationales. Si vous connaissez quelle est la difficulté de pouvoir produire des documents dans ce type de revue, vous imaginez à ce moment-là le niveau qu'il faut avoir pour le faire. Et je vais donc laisser la parole à Jacques. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu ces éléments-là hein, qui sont de Bernard, mais disons, ça me va quand même parce qu'ils sont vraiment liés à nos problématiques agronomiques et sur le sujet de l'azote en agronomie, puisque c'est vrai, l'azote est le moteur de la production végétale, quand même, il faut le savoir. Donc, sur les aspects généraux, quand même, vous voyez, c'est des choses à répéter, à repréciser. L'azote, on le trouve où? On le trouve essentiellement dans l'air, en fait, hein, c'est 70% de l'atmosphère. C'est évidemment constitutif du corps au niveau des protéines, donc tout notre système musculaire, donc c'est excessivement important. Dans un tas de choses, évidemment dans le corps humain, je ne rentrerai pas dans le détail, vous le savez sûrement mieux que moi. Et puis, comment ça se passe par contre par rapport à notre alimentation? Alors, il y a des plantes, on va dire, qui ont des pouvoirs extraordinaires, c'est par exemple les légumineuses. Hein, c'est ce qui est figuré là, c'est-à-dire des plantes qui ont la capacité finalement à capter directement l'azote atmosphérique et par l'intermédiaire de relations qu'ils ont avec certains types de structures végétales, de rhizobium, de créer de l'azote. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle des nodosités. Donc toutes les plantes légumineuses ont des nodosités, c'est des petites unités associées à des bactéries qui leur permettent de synthétiser de l'azote à partir de l'azote de l'air. Donc ça, c'est pour ça que vous le retrouvez dans les systèmes de production bio d'ailleurs, souvent des associations de légumineuses, puisque derrière une légumineuse ou à côté d'une légumineuse, on enrichit les sols en azote. Donc c'est un moteur important quand même de la productivité. Ensuite, alors, non, peut-être on peut le laisser là, dans la diapo, ensuite elle est aussi intéressante, puisque il y a des plantes qui n'ont pas ce pouvoir par contre, hein, des légumineuses, et qui sont dépendants de l'azote du sol qu'ils vont trouver par ailleurs. Donc issus des plantes légumineuses, issus du coup des déjections animales, etc. également. Et il y a 2 formes de l'azote, vous voyez la forme ammoniacale, par exemple l'urine des animaux, etc. C'est de l'azote ammoniacal. Bon, les plantes aiment ça, hein, mais c'est une forme, c'est un peu le dopant. C'est aussi le dopant que vous trouvez dans les engrais minéraux tels que l'urée, enfin dans les engrais de synthèse. Et c'est un dopant. Hein. Mais par contre, la forme stable de l'azote dans le sol, c'est plutôt les nitrates qui sont synthétisés à partir de l'azote ammoniacal et par le biais de bactéries nitrifiantes, voilà, qui créent cette forme. Alors, on ne va pas rentrer plus dans le détail de la vie du sol ou de la pédologie, mais c'est ce cycle de l'azote, il fonctionne comme ça. Hein. Donc, il y a une interaction forte entre certains types de plantes, les autres plantes, et également les animaux d'élevage, et pour avoir cette continuité du cycle. Voilà. En permaculture, on utilise justement les légumineuses pour pouvoir enrichir le sol et faire la rotation des cultures. Donc voilà. Hein, alors là, c'est pareil, c'est des éléments généraux. Je ne vais peut-être pas m'attarder pour pas qu'on y passe tout notre temps peut-être. Hein. Vous voyez le corps, voilà. Je ne suis pas un spécialiste de tous ces sujets-là aussi. Hein, mais par contre, quand on précise ça, que l'azote est l'élément nutritif limitant principal de la production agricole, c'est la réalité. C'est-à-dire que les autres éléments, à part l'azote, sont présents dans les sols, dans la roche-mère, et donc les plantes peuvent l'épuiser. Potassium, phosphore, calcium, magnésium, oligo-éléments, tout ça on le trouve dans les sols. Tout ça, globalement, les plantes savent aller le chercher. Par contre, l'azote, on en est complètement dépendant. Ce qui veut dire qu'on n'a que 2 voies finalement. La voie que je viens de vous préciser, qui est la voie normale et naturelle, hein, qu'on peut retrouver dans une agriculture biologique par exemple. Et l'autre voie, c'est la pétrochimie. Donc il y a le choix entre ça. Voilà. Alors l'excès d'azote, ça nuit à l'environnement, effectivement, l'eutrophisation, contribution au réchauffement climatique, mais ça c'est des choses qui n'interviennent que dans le cas d'engrais minéraux, hein, puisque c'est les systèmes par exemple bretons, vous savez bien, l'enrichissement, enfin ces algues, ou les algues, les sargasses aux Antilles, les problèmes, enfin bretons et autres, mais la Bretagne en est l'exemple type avec l'élevage industriel,
et qui contribuent au réchauffement climatique, par effet direct, puisque de toute façon, de l'azote minéral, c'est de l'azote qui est issu de la pétrochimie, et donc du gaz russe en particulier. Voilà, alors ça c'est pareil, des éléments modélisés par Bernard qui sont super intéressants, on ne va pas rentrer dans le détail peut-être, mais qui vous précisent un peu tout ce qu'on vient de dire là en le modélisant, les liens entre les engrais chimiques, les prairies, laisser exposer un petit peu plus loin, le bétail, enfin toute cette interaction qu'on doit avoir sur les systèmes fertilisants, comment ils peuvent dévier quand on est sur des systèmes, on va dire, minéraux, ou comment ils peuvent être durables dans un schéma plus vertueux quand on va utiliser simplement, on va dire, les composants, enfin les composts naturels, etc. Et puis en perspective avec une population en augmentation. Donc en gros, le sujet de ce schéma, c'est quand même de dire quel est le point d'équilibre. Est-ce qu'avec une population qui va augmenter, on est capable, il y avait 150 000 Réunionnais lors du blocus de 1943, qu'est-ce qu'il en sera avec une population de 2030 d'1 million d'habitants ou plus, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Sachant que cette méthode, la méthode Graph, elle a fait ses preuves dans d'autres systèmes. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'est quelque chose de vraiment très sérieux. Et c'est principalement d'ailleurs Gilles Billen, Madame Gauthier, je crois, enfin, c'est principalement le CNRS qui était moteur de ce travail, accompagné de Bernard Bonnet. Alors voilà, alors sur les scénarios agroécologiques, à surface agricole constante, il est possible d'assurer l'approvisionnement alimentaire de la France, de l'Europe. Bon, ça c'est effectivement des choses qui ont été travaillées par l'INRAE, puisqu'évidemment, on a demandé aux chercheurs de l'INRAE de travailler sur ces sujets-là, en termes de conversion, dans cette idée de conversion écologique. Donc on va dire la mise en pratique, ça dépend, on l'a dit, de la mise en œuvre politique de tous ces sujets-là. Donc le côté, on va dire, optimiste, c'est il y a une faisabilité. Le reste, c'est comment on va le faire. Donc on peut passer peut-être à la diapo suivante. Alors, ce scénario, justement, on va se ramener à l'échelle réunionnaise. Est-ce qu'il est possible? Bon, extrême exiguïté des terres cultivables, extrême spécialisation de l'agriculture vers les produits d'exportation. C'est bien ça quand même. On a quand même eu une culture industrielle qui représente 53% de la surface. Je n'ai pas le rapport entre ce qui reste, en dehors le 47 qui reste, entre la partie élevage, plutôt dans les hauts, et la partie, on va dire, maraîchage, arboriculture. Bon, donc vous voyez, il y a un tas d'éléments qui sont à travailler, mais dans tous les cas, évidemment, sans compter alors là, vous avez quand même la répartition, évidemment, en termes de géographie, entre canne à sucre, le maraîchage qui est plutôt globalement dans les hauts, globalement, pas que. Les cultures fruitières, en fonction des espèces fruitières tempérées ou tropicales, c'est variable, et les prairies et fourrages qui sont essentiellement dans les hauts. Donc, on est dans un arbitrage, en fait, de la surface agricole, et avec quand même le sujet qui est des terres en friche. N'oubliez pas que dans les zones de mi-pente, d'altitude, qui correspondent historiquement au géranium, on a essentiellement des terres en friche. Donc on a en gros une culture industrielle en bas, une ex-culture industrielle dans les hauts, qui est revenue la friche. Donc on a énormément de sujets à discuter. Qu'est-ce qu'on fait avec la canne à sucre et qu'est-ce qu'on fait avec les terres en friche? Voilà. Bon, sachant que dans les leviers actionnés, là on revient, quand vous voyez des céréales, des légumineuses, surtout là des légumineuses, on en est à se dire que l'avenir il est quand même à travailler les produits vivriers. Quand on parle d'une agriculture vivrière, elle est quand même basée essentiellement sur ce qui est les légumineuses fixatrices d'azote, puisque non seulement, y compris pour l'organisme, vous savez bien que manger des lentilles, des grains, des choses comme ça, ça vous fait une forte fourniture d'azote, indépendamment de votre consommation de viande si vous en avez, sachant que pour tout le monde, la consommation de viande, elle est plutôt nécessaire de la limiter, tant pour votre santé que pour être capable d'avoir une résilience générale, parce que c'est pas durable. On sait que le système ne tient pas avec la consommation de viande qu'on peut avoir, donc en diminuer la part.
c'est par rapport à entre autres, une augmentation de tous les Ça, ce sont les leviers actionnés côté producteur principalement. Ouais. Là, on va voir maintenant sur la partie consommateur, c'est dessus. Oui, voilà. Et sur la partie consommateur, alors... Tout ce que tu disais sur la réduction. Voilà, mais ça peut-être tu peux le commenter autant que moi, je ne sais pas, évidemment. Alors, gaspillage alimentaire, réduction de la partie des protéines animales, oui, voilà, j'avais cette diapo derrière en fait qui l'explicitait. Voilà. Donc on a tout à gagner à être économe, j'ai plus le terme, résilient, sobre, sobriété, voilà. Ça c'est des éléments de sobriété. Voilà. Alors ça, je ne m'y attarderai pas, peut-être tu l'as plus travaillé que moi. Oui, en fait, c'est simple. La conclusion du rapport de Gilles Vilaine et autres, ça a été de dire, on va mettre 3 scénarios pour voir si c'est possible de pouvoir être complètement indépendant, d'avoir 0% de dépendance aux importations. Donc ils ont sorti le scénario 1, qui nous laisse à 9% de dépendance, et qui implique, au lieu d'avoir une consommation de protéines animales de l'ordre de 60% par repas actuellement, on va descendre et on va mettre que 30% de protéines animales dans nos repas. On va également convertir 50% des prairies permanentes et on va réduire de 2/3 la canne à sucre. Avec ces volets-là, on arrive à n'avoir que 9% de dépendance aux importations. Si maintenant on réduit encore, on passe à 20% de protéines animales, on reste sur 50% de conversion des prairies permanentes et on n'a aucune production de canne à sucre, on a 0% de dépendance. Un autre scénario prévoit qu'on a 15% de protéines animales. 15% de protéines animales, encore une fois, hein, c'est parce qu'on parle, c'est pour ça qu'on parlait du cycle de l'azote et que l'azote après nous donne des protéines dans notre corps. On reste, ça c'est les valeurs qui suffisent largement pour qu'un humain puisse continuer à vivre décemment. On conserve 50% des prairies permanentes et dans ce scénario-là, on conserve une petite partie de la canne à sucre. On parlait tout à l'heure d'énergie, peut-être que Valentin Russell pourra plus développer. Est-ce qu'on le garde pour l'alimentation? Est-ce qu'on le garde pour l'énergie? Ça, encore une fois, je vous envoie vers d'autres conférences. Et en tout cas, dans ce scénario-là, on garde toujours 0% de dépendance aux importations. C'est donc faisable. Et donc faisable avec la méthode Grave sur la base de l'azote. Dans le scénario 2, aucune production de canne à sucre, 0% de dépendance. Mais quand on mange du sucre, on peut en manger du sucre, même si on doit se limiter, on aurait forcément une importation. Alors déjà, en tant qu'apiculteur, ça existe. Et si jamais, par exemple, on sait qu'il y a par exemple, dans des pays comme les États-Unis, les apiculteurs ne sont pas du tout considérés comme ici à La Réunion, c'est-à-dire qu'ils sont payés pour qu'on puisse venir mettre nos ruches pour qu'il y ait un meilleur rendement. Après, peut-être qu'il y aura besoin d'une partie de canne, c'est possible. Mais entre ce qu'on est en train de parler des 53%, et nourrir 1 million de personnes avec une partie de canne, on peut considérer, en tout cas c'est ce qu'ils ont fait dans leur scénario, qu'ils l'ont mis à quasiment 0. Sur les protéines animales, c'est des protéines animales terrestres ou ça intègre aussi les poissons? Alors, c'est une très bonne question, je ne sais pas. On parle jamais des poissons là, hein, on parle de protéines animales, ça n'a pas été déterminé, non mais c'est vrai, ça n'a pas été déterminé, parce que c'était la question, justement, on en parlait avec Jacques, il y a des élevages de poissons, les poissons étant des animaux, mais c'est vrai, non, je me suis posé la question. Pour le sucre, je pense qu'une partie de la réponse, c'est qu'on n'est pas dépendant d'avoir du sucre. On n'est pas obligé d'en avoir dans notre alimentation. Mais on est addict. Mais on est addict. Pareil. Je vous propose juste de faire une petite parenthèse. Il ne reste pas beaucoup de diapos. Il en reste une petite dizaine. Et après, je vais aller très très vite, je vous assure. Donc, on va pouvoir reprendre ce débat avec la charmante question d'Adam. Le constat environnemental. Est-ce que tu veux reprendre le truc? Vas-y, je vois bien. Du coup, je te laisse la pour passer le... Ok. Alors, ça c'est parce que Bernard Bonnat est très, très impliqué dans la partie océan.
Et donc il s'est bien rendu compte que l'azote avait vraiment une vraie problématique sur nos coraux. Donc c'est pour ça que vous avez cette phrase-là, et qui notamment vient par les eaux souterraines et via l'épandage. C'est le petit dessin que vous aviez tout à l'heure avec le bonhomme qui épandait. Il y a des problèmes en matière qu'on retrouve par exemple à l'étang salé, à Saint-Gilles, et il y a des impacts également sur tout le traitement des eaux qui nécessite des coûts. Voilà, cette partie-là. Et puis l'érosion des sols. Toute cette partie-là, ce n'est pas une partie que je maîtrise très très bien. Je sais juste que quand j'écoute Bernard, il me dit qu'il y a la trajectoire Outre-mer 5.0 avec zéro exclusion, zéro vulnérabilité. Ouais, ce mot-là, là. C'est pas compliqué quand même. Le changement climatique, zéro carbone, zéro polluant et zéro déchet. Voilà, si tu veux bien passer à la suivante. Alors, après, quand on a cherché ça, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a des pays dans lesquels ils utilisent ou ils s'orientent vachement sur le bio? Il y a Cuba, il y a avec la Havane qui fournit 50% de fruits et légumes bio à 2 millions d'habitants. Là, à La Réunion, on est en train de parler d'1 million. Hein. Donc moi, je divise 2 millions par 50%. Je vois, le Sikkim, qui est un petit État indien que j'avais jamais entendu parler, mais en faisant mes recherches, il est à 100% en bio. Il y a le Bhoutan qui s'oriente aussi, Kyrgyzstan. Celui-là, peut-être que vous connaissez, moi non. Mais voilà, on voit que dans d'autres pays, il y a vraiment cette émulation et c'est réussi. Ouais, exactement. Alors, en plus, c'est souhaitable. Pourquoi? Parce qu'avec Oasis Réunion, on a déterminé, je veux dire, quand on est en train de faire une production locale, ce sont des emplois qui sont non délocalisables. On a déterminé qu'il y a jusqu'à 120 000 emplois possibles si jamais on passe. Donc quand j'entends il y a du chômage, il y a tout ça, 120 000. Après, vous allez dire, mais 120 000, ça peut coûter cher, le bio, ça coûte cher. On y arrive. N'inquiétez pas. Ça réduit la dégradation et les milieux naturels, ça peut favoriser l'agrotourisme, L'objectif aussi, très important dans la démarche, c'était de dire que ça doit garantir un revenu décent et minimal aux agriculteurs, que ça valorise évidemment les pratiques de proximité avec l'agriculture, mais aussi avec les commerces qui vont avec. Ça favorise également l'implantation des espèces endémiques. C'est pour ça que moi je me suis plutôt tourné vers la permaculture et je ne pouvais pas savoir à quel point c'est super quand je vois une vipère sur ma terrasse, quand je vois des caméléons, des endormis qui sont dans mon jardin, juste parce que j'ai laissé une zone sans la toucher, quoi. C'est vraiment... Après, tout le monde n'a pas le même plaisir que moi, mais moi j'adore ça. Et puis bon, on enlève tout ce qui est polluant chimique, dont on l'a dit tout à l'heure, toutes les problématiques que ça peut poser sur le corps humain. Alors, je vous l'avais dit qu'on l'aborderait. Il y a Michel Duruy, qui est de l'INRAE, qui a déterminé qu'en fait, quand on dépense 1 euro, je vais plutôt vous lire sa phrase, mais après il y a la traduction dans la diapositive. Le prix des marchés des produits alimentaires ne reflète donc pas qu'une part restreinte, donc entre 1/3 et la moitié de leur coût réel, si on prend en compte les externalités négatives induites par leur élaboration, distribution et consommation. Traduction. Ouais. On va, donc en Europe, quand on dépense 1 euro pour se nourrir, il faut environ 1 euro pour réparer la santé et la nature. Traduction en chiffres. Prenons une agriculture conventionnelle, on produit pour 1 euro. Ça coûte 1 euro, ça tombe bien. En agriculture bio, ça va plutôt coûter, allez, 1 euro. Allez, soyons fous. Et bien si on ajoute tout ce qui concerne le nettoyage de l'eau, tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne les impôts, tout ce qui compte, c'est les impôts par rapport aux subventions, je parle, tout ce qui concerne l'électricité, parce qu'il faut de l'électricité pour nettoyer l'eau qui a été polluée, etc., on rajoute 1 euro. Différence égale, et ouais, biodiversité évidemment, biodiversité et santé. Prenons le cas, mais beaucoup plus grand maintenant.
La France, 200 milliards d'euros pour la production conventionnelle. Là, ça va aller plus vite, si tu veux bien. L'agriculture, 250. Différence. Vas-y. Écoute, ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Ça, c'est ça belge. Ouais. Différence, c'était pour faire durer le suspense. 200 millions. Et donc, Voilà. Là, ça marche. 150 milliards d'euros. À La Réunion, eh ben, c'est 1,5 milliard d'euros par an. Par an. Imaginez 1,5 milliard d'euros et on dit, ok, la moitié, c'est juste pour les agriculteurs. Ils prennent pas. Je dis ça comme ça. Donc, si jamais, je sais pas, moi je serais homme politique, je voudrais défendre les agriculteurs, j'ai une enveloppe de 1,5 milliard, allez, 1 milliard à aller chercher. On n'a plus de problème d'eau, on n'a plus de problème de santé pour les humains. Je me dis, mais je tente le coup, je tente pas le coup. Ou je reste avec l'an prochain 700 millions de tonnes, enfin 700 000 tonnes plutôt, pas 700 millions, c'est ça compte. En résumé, autonomie alimentaire avec le bio, c'est possible, ça a été démontré avec la méthode GRAPH. Une meilleure santé, tant pour ceux qui sont au charbon toute la journée. Et on a oublié de parler du réchauffement climatique, et essayer d'être dans les champs toute la journée quand il faut, sur les exploitations avec la chaleur actuelle. Enfin, pour les apiculteurs, ça veut juste dire qu'on est en train de perdre nos ruches. Vraiment, on est en train d'adapter nos ruches pour les isoler, pour éviter que les ruches soient trop chaudes et qu'on perde nos ruches. Ça arrive. Plus d'emplois locaux et un coût global qui peut permettre de dégager plusieurs milliards d'euros. Et c'est été trop vite. Complètement foiré mon effet. La conclusion des conclusions, pour une agriculture revalorisée, 100% bio, local, paysanne. Paysanne, ça veut dire des petites exploitations, c'est ça que ça veut dire. Solidaire, autosuffisante pour une alimentation traditionnelle, saine, sûre, durable, accessible à tout le monde, au juste prix, parce que derrière, il y a tout un système de chèques alimentaires pour ceux qui ne pourraient pas, puisqu'on a un budget de 1,5 milliard, pour protéger les nourricières, la terre, etc. Et je vous remercie beaucoup. Du coup, place aux échanges, on a été où tout à l'heure? Le sucre. Le sucre. Sur le graphique, il me semble qu'il y a marqué 250 000 tonnes de canne à sucre. Sur le graphique où on parle justement de pourcentage des 3 scénarios, là, hop. Là, production de sucre, 250 000 tonnes par an. Sur le graphique en bas. Ah oui, d'accord, oui. Pour le point actuel en rouge. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être une différence entre production de sucre et production de canne à sucre? Non, alors 250 000 tonnes, ça correspond à une production qu'on n'a plus, déjà, parce que aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, ils sont, si on regarde... C'est 1,3 million l'année dernière. Ouais. De canne. Ouais. C'est-à-dire que la filière canne prétendait, puisque c'est une filière industrielle qui dépend, il y a un rapport entre l'usine, son fonctionnement, et puis la production qui arrive, l'équilibre était soi-disant à 2 millions de tonnes. On est rendu donc à 1 100 000 tonnes cette année, quoi. Donc, alors évidemment, ça veut dire qu'ils ont gonflé les chiffres et qu'ils trouvent encore certainement leur marge là-dessus, mais jusqu'à quand, quoi. Et puis surtout, je pense que ça ne dépend pas d'eux. Alors je ne veux pas dire de bêtises sur le fonctionnement de la filière sucrière locale, qui n'est pas autonome, évidemment, qui dépend des gros groupes sucriers, mais c'est-à-dire que
il y a des arbitrages qui se font à d'autres niveaux qu'au niveau réunionnais, hein, bien sûr. Allez-y. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, 53% à l'exportation de ce qui est fabriqué à La Réunion, du coup, c'est quoi? Les ananas Victoria? Non, 53% de surface de canne à sucre, c'est-à-dire que sur 53% de la surface, finalement, est destinée à l'exportation, parce que le sucre qu'on consomme, là, j'ai pas le chiffre, mais le sucre qu'on consomme à La Réunion, par rapport à ce débat sur le sucre, où il nous en faut un petit peu, c'est dérisoire, en fait. C'est-à-dire que dans notre alimentation, heureusement, sur le volume, enfin en masse, sur ce qu'on mange dans une journée, le sucre représente trop, mais relativement peu. Donc en fait, même s'il fallait qu'on assure l'autonomie de notre partie sucre en tant que telle pour faire des gâteaux, etc., c'est que relativement négligeable en surface. Hein. Donc ce qui est surtout exporté, c'est du sucre alors? Oui. Ah oui, oui. Ah, ben ça, je savais pas. Ah, oui, Enfin, j'avais pas en tête. on exporte Ok. essentiellement du sucre à La Réunion. Ah, d'accord. Il y a 2 mois, ici même, il y avait une conférence par quelqu'un de l'industrie du sucre. Et globalement, lui prétendait que même c'était la première exportation de la Réunion, que ça représentait plus de 70% des exportations en tout. Donc, en réalité, la première exportation, c'est le poisson. Ouais. Mais la canne à sucre, oui, ça fait 2-3 ans. Ça a été la canne à sucre pendant très longtemps, mais comme il se casse la gueule fortement, mais ça représente, c'est quand même, on fait le poisson et le sucre, on n'exporte pas grand-chose d'autre. Ouais. Le reste, c'est Oui, d'accord. Bah oui, c'est pour ça. C'est exotique. Le reste, c'est niche, hein, c'est un petit peu on va dire, d'épicerie fine, enfin, je veux dire, des ananas Victoria, des choses comme ça. Mais c'est la vanille en valeur. la vanille, des choses comme ça, voilà. Monsieur. En fait, ça représente, sur les 6% d'exportation, la filière canne représente 4%. D'accord, c'est ça. Tout est dit. Merci. Intéressant. Moi, je vais revenir un peu sur la méthode et le fond de votre exposé. Parce qu'en fait, ce transparent-là, il est assez... Enfin, ce slide-là. Pardon, je suis un ancêtre. Ah, moi, je comprends. Ce slide-là est assez central. Et en même temps, il y a un peu 2 aspects dans votre présentation. Il y a à la fois cet aspect recherche d'autonomie et d'indépendance qui se retrouve dans les différents scénarios qui sont étudiés là. Bon, la dynamique d'accès au scénario, ça serait une autre question. Et il y a d'autre part le fait de promouvoir une agriculture qui soit plus une agriculture agrochimique, mais une agriculture plus biologique, respectueuse, etc. Mais c'est d'autres choses dont je ne suis pas convaincu d'avoir compris les liens entre eux du point de vue de la méthode et de l'exposé. Et en particulier dans ces scénarios qui sont exposés, je vois nulle part dit que la transformation qui est proposée, qui est quand même assez lourde, hein, c'est bien des transformations d'usage des terres, des transformations de travail des gens, des transformations aussi dans les modes d'alimentation. Je vois nulle part écrit que c'est accompagné ou soutenu par une agriculture qui deviendrait une agriculture biologique. Donc je ne sais pas trop quelle est la contribution qu'aurait la part du passage à une agriculture biologique dans ces scénarios. Est-ce que c'est vraiment pris en compte, pas pris en compte, chiffré, pas chiffré? Ça, c'est une question un peu de méthode. En fait, effectivement, il y a, avec Oasis Réunion, depuis 8 ans maintenant, on a procédé par étapes, petit à petit, et on a construit toutes ces informations avec des éléments qui ont été le plus probants. C'est vrai que le fait qu'il y ait l'aide du CNRS avec leur système graph, ça nous a permis de faire un bond très important. La question, c'était de dire, est-ce qu'on peut arriver à être autonome? Si on est autonome, et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'importation. S'il n'y a pas d'importation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intrant chimique. S'il n'y a pas d'intrant chimique, ça veut dire qu'on doit se tourner vers le bio. Ça peut être le bio, ça peut être l'agroforesterie, etc. De toute façon, c'est lié. Maintenant, là vous avez raison, on n'a pas travaillé sur le processus de changement et de comment est-ce qu'on passe d'un tout canne à un tout bio. Ce modèle-là est complètement à construire, on sait. Par contre, on a juste déterminé, c'est possible.
c'est possible. Alors qu'on disait, c'est pas possible, parce que ça coûte cher, parce que ceci, parce que cela, nous on a juste dit, en l'occurrence plus eux, c'est possible. Maintenant, comment... Ce qui n'est pas écrit ici, mais dont je comprends qu'en fait ça a été pris en compte, c'est que pour arriver à 9% par exemple dans le scénario 1, de dépendance, c'est-à-dire chuter de 70% de dépendance, ou quelque chose comme ça, je n'ai plus les chiffres précis en tête, ça veut dire qu'en tout cas, on supprime tous les intrants chimiques. Importés, c'est bien ça, dans le scénario, parce que c'est pas écrit là. Oui, d'accord, ouais, vous avez raison. C'est écrit dans le, dans le détail du scénario. C'est vrai que finalement c'est un document qui se base sur le fait qu'on se met dans un état de résilience par rapport à l'extérieur total. Complètement. C'est-à-dire que et à mettre en relation peut-être avec les diapos qui parlent de la fragilité qu'on a par rapport à la logistique extérieure. Alors c'est un fait, mais je veux dire le monde entier, et aussi, alors nous on a en plus cette contrainte logistique particulière qui fait que un bateau il n'arrive pas forcément avec son stock d'engrais, mais que de toute façon, y compris la production d'engrais minéraux, à terme, elle est fortement impactée par le contexte climatique et le fait qu'à un moment donné, on va aller tellement dans le mur qu'on va se dire bon, basta, on arrête ces engrais minéraux, puisqu'ils impactent quand même sur la partie agricole. Alors là, je ne veux pas rentrer dans des chiffres que j'ai pas et qui sont justement des éléments à travailler, mais il faudrait que vous puissiez vous rapporter peut-être, il y a des travaux qui ont été faits par le Shift Project, le think tank, en lien avec Jean Covici, etc. Et ça a été présenté, vous avez tous les documents en ligne. On est dans des étapes de travailler ce sujet-là, parce qu'il faut l'adapter à la Réunion, mais c'est pas... Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur, c'est-à-dire que quand on présente ça, à aucun moment, et je vous remercie pour votre regard, il n'y a aucun moment on est en train de parler de bio. C'est-à-dire qu'on pourra très bien dire qu'on vous propose une zéro dépendance, mais en utilisant des intrants chimiques. C'est ça que vous vouliez dire? En fait, c'est pas écrit, tout simplement. Non, mais vous avez raison, merci. Mais c'est peut-être juste une question de précision. Allez-y. J'ai une question. Vous disiez tout à l'heure que notre dépendance à l'extérieur, elle est aussi liée au fait qu'on consomme énormément de produits industrialisés. Et du coup, au regard de ce schéma, est-ce que ça voudrait dire aussi que dans nos comportements alimentaires, on ne se contente, on modifierait notre consommation en retirant tout ce qui est industrialisé? Alors tout, je ne sais pas, mais effectivement, on voit bien qu'il y a des modifications qui sont à faire dans l'alimentation, avec des repas qui sont végétaux, des repas où on voit de la viande, et où en fait c'est le même apport nutritionnel en matière de protéines. En tout cas, vous ce que vous voulez dire, c'est que du coup, on retire toutes les parties qui sont industrialisées, c'est ça? Qui remplissent nos supermarchés. Ça va plus sur du végétal, et c'est vrai qu'une traduction qu'on pourra en avoir, ce serait donc de partir vers moins d'industrialisation. Pour autant, il y a quand même, et je pense que c'est ce que je voulais quelque part dire aussi de monsieur, c'est qu'il y a des procédés de transformation des aliments, que ce soit de la mise en conserve, que ce soit, etc., qui doivent être inventés, qui doivent être créés pour pouvoir faire perdurer les systèmes de production. Madame, et je crois qu'il y avait monsieur qui voulait parler juste avant. Peu importe. Oui, moi, ma question, c'est, en fait, si on enlève la canne à sucre, ce qui est préconisé, d'évidence, pour la majorité, les sols sont quand même pollués. Comment ensuite passer sur une agriculture bio? Comment traiter ces sols? Enfin, je ne sais pas, il y a vraiment une vraie question. Alors, j'avais interpellé l'actuel président de la Chambre d'agriculture il y a quelques années, quand il n'était pas encore, en lui disant que justement, les champs de canne aujourd'hui sont dans un tel état que s'il faut mettre une production agricole dessus, ça va être compliqué. Je vais donc vous dire ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit qu'en 3-4 ans, les sols retrouveraient leur santé. Je vous dis juste ce qu'il me dit. Je ne suis pas agronome, mais j'y crois pas.
On a vu le chlordécone aux Alors, Antilles, c'est pas 3-4 ans. Alors, dans la continuité de ma question quand même, puisque la canne c'est principalement sur le contour de l'île, est-ce que les cultures vivrières qu'on préconise, elles pourront s'adapter justement au climat qui va aller qui va devenir de plus en plus chaud, hein, on est bien d'accord, et comment faire pour adapter donc les cultures sur ce pourtour qui est amené à devenir plus chaud? C'est une bonne question parce que dans les scénarios climatiques, alors il y a de nouvelles études d'ailleurs, là elles ne sont pas encore précisées, qui ont été faites au moins pour la partie, alors d'une part il y a des études de Météo France qui sont disponibles sur le changement climatique, ce que ça va impacter en température et en répartition de la pluviométrie. Mais dans tous les cas, même si on a une pluviométrie constante, le fait d'avoir plus de température, ça fait plus d'appels, ce qu'on appelle l'évapotranspiration des cultures, donc plus de demandes d'eau pour les cultures. Et donc votre question est pertinente. Et évidemment, les solutions elles sont autour de ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est les végétaux qui attirent l'eau et pas l'inverse. Donc ça veut dire qu'il va falloir être dans ce qu'on avait dans les diapos, qu'on n'a peut-être pas eu le temps de dire beaucoup, dans des systèmes, parce que c'était écrit de polyculture élevage, donc de haies, de bosquets, qui vont contribuer à l'échelle microclimatique à atténuer un peu le réchauffement climatique, par effet d'ombrage, par effet de moindre ventilation, le vent, le fluide alizé, les séchants, etc. Donc on est forcé de reconcevoir complètement comment dire, l'aménagement du territoire. Un peu comme on est en train de faire en Beauce où on fait des haies, voilà. des arbres. Oui, complètement. Alors on est impliqué là-dessus. Il y a maintenant il y a un pacte haie, un plan haie qui est piloté par la DAF et qui prévoit des aides aux agriculteurs pour planter les haies. En 2024, il n'est pas encore reconduit au niveau des financements en 2025. Donc ça, c'est quand même problématique. Parce que dans les arbitrages gouvernementaux actuellement, vous connaissez la situation, un budget qui n'a pas été voté, donc ils prennent du retard. Et objectivement, cet aménagement du territoire qui est une priorité, est-ce que l'État va continuer et à quel rythme de mettre en place les moyens pour le faire? C'est aujourd'hui, quand on a de l'argent, entre guillemets, qu'il faut faire. 80% des aides à l'agriculture, c'est des aides au financement de la canne à sucre. Donc de l'argent, il y en a quand même, encore. Peut-être en tant qu'historienne, moi je voudrais voir deux choses, deux éléments. Un, celui sur le blocus de 1943, comme vous avez dit. Donc ma belle-mère m'en a longuement parlé. Et elle avait été vraiment annihilée par ce blocus, en particulier en ce qui concerne le riz, puisque c'est quand même une partie de la consommation principale. Et elle a perdu 2 enfants, un en 1943 et un en 1944. Donc vous voyez les conséquences que ça a eu sur la population, et elle n'a eu qu'une hâte en 1945, dès qu'il y a eu le rétablissement des transports, et des transports maritimes, bien évidemment, à quitter la Réunion. Véritablement. C'était une chose qui les a profondément marqués. Donc je suppose qu'elle n'était pas la seule à être marquée par ce blocus. Le deuxième terme, c'est celui de la commune du Port. La commune du Port, il y a 30 ans, a décidé, avec M. Vergès, je pense, à l'époque, donc à la tête de la commune, de planter des arbres dans la commune du Port. Or, bien évidemment, le facteur temps joue. Et donc, au bout de 30 ans, on voit les effets. Aujourd'hui, la commune du Port est la seule commune, je dis bien la seule commune de l'île, à avoir plus de pluviosité qu'autrefois, et une température inférieure à autrefois. Voilà, c'est la seule et unique commune. Alors, cette commune ne fabrique pas, bien sûr, ne produit pas de la production agricole, on n'est pas là, mais en tout cas, en matière de conséquences au bout de 30 ans, c'est très clair et très net. Voilà. Merci pour ces enrichissements. Je voudrais répondre à madame. Il y a un document qui a été écrit par rapport au blocus de 1943 par Joseph Varondin. Alors j'ai oublié le titre. Je sais qu'il avait écrit ici le combat pour l'autonomie. Et il explique toute cette période-là avec
la période sous le gouverneur Aubert. Oui. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment dans les détails. Il explique tout ça. Deuxièmement, pour répondre à votre question, plutôt à votre exposé sur Paul Vergès, qui est tout à fait exact, il faut savoir que Paul Vergès, depuis 1959, avait créé le Parti communiste réunionnais et avait créé aussi la revendication, le plan d'autonomie démocratique et populaire, avec un plan de survie, un plan de développement qui correspond tout à fait à ce que vous exposez là aujourd'hui. Et qui est repris, et je me présente, hein, je suis Vincent Caramante, je suis un militant indépendantiste. J'ai milité au PCR également depuis les années 70. Et on a repris exactement le plan de survie de Paul Vergès qui correspond à ce qu'il dit là aujourd'hui. Alors je sais très bien que dès qu'on parle de souveraineté et d'indépendance, ça va susciter des réactions, mais nous sommes là pour discuter notamment sur les solutions politiques. Et il s'avère que plus en dehors du côté bio qui est nécessaire, qui est une nécessité, eh bien, dans le plan de survie de Paul Vergès depuis 1959 et depuis les années 70 également, et nous-mêmes, il n'y a aucune autre solution que développer la Réunion avec tous ses potentiels, y compris humains, la terre, maritime, puisque tout à l'heure on parlait de poisson. Vous savez, le poisson il est exporté, mais c'est parce que nous on n'en voit pas du tout la couleur. Mais oui, ça c'est vrai. Et donc le Réunionnais ne mange pas de poisson. Parce que le poisson il part dans les chambres froides qui sont à Maurice. Et les Mauriciens n'en voient pas la couleur non plus, parce que ça part dans d'autres. Je crois qu'on avait fait une intervention ensemble au Biodomaine. Oui, au Biodomaine, on était souvent. Non, mais c'est quand même incroyable que cette île, hein, on est une île, et qu'on n'ait pas suffisamment de poissons à consommer. Hein, c'est quand même extraordinaire. Hein, parce que le poisson, qu'il vienne des TAF, des terres australes antarctiques françaises, ou qu'il vienne de l'île elle-même, de l'entour des îles, de l'entour de l'île, mais moi c'est la première île sur laquelle je vis où il n'y a pas de poisson véritablement de façon correcte, je dirais, et à des prix corrects. Voilà. Mais ça a changé en 50 ans. L'azote, encore une fois, par rapport au cycle de vie qu'il y a. C'est pour ça que ça a été l'élément qui a été déterminant. Après, c'est vrai que les autres éléments ne sont pas pris en compte. Maintenant, pour les choix alimentaires comme le riz, c'est une question qui m'avait été posée. Il y avait une dame qui était vraiment très sensible à ça lors d'une conférence que j'ai faite à Saint-Paul en fin d'année dernière. Et je me suis posé la question, et en fait, j'ai trouvé la réponse à midi temps. Et je me suis dit, mais en fait, on est dans une situation où on a faim. Et si jamais mon enfant il me dit, papa, j'avais l'habitude de manger des glaces aujourd'hui, j'ai pas de glace, bah oui, mais tu as déjà à manger. Donc si jamais demain il n'y a pas de riz, déjà, je crois que ce qui est important, et on l'a vu par rapport à ce que vient de dire madame, par rapport à l'alimentation, je pense que peut-être s'il y avait eu un territoire qui était prêt, parce que ça a été un choc aussi en 1943, hein, on est d'accord, et il n'y avait que 100 à 150 000 personnes. Déjà, si jamais on est accoutumé à manger ce qu'il y a localement, sachant qu'il peut y avoir du riz, même si aujourd'hui on en avait discuté, il y a l'association Riz Pays qui fait des formations dessus, mais ça reste quand même problématique avec tous les nouveaux nuisibles qu'il y a. Et c'est du riz de terre, c'est pas du riz d'eau, mais ça existe, le riz de terre, et ça se produit. Je pense que là, je suis pas sûr que d'autres climats soient hyper adaptés. Par contre, ce que disait tout à l'heure Jacques, sur tous les produits qui peuvent être localement, moi, ce qui marche le mieux, ce qui a mieux résisté au cyclone, c'est quoi? Patates douces, manioc, etc. Enfin, les produits locaux. Tous les fruits à pain sur les arbres, là, c'est super bon. Donc je pense qu'il faut, et c'est vrai que c'est un nouveau il faut changer de paradigme, il faut acculturer, faire ce changement, mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, dans ce qu'on a construit, c'était juste de dire, ça sert à quoi de construire un système intermédiaire si la fin n'est pas possible? Là, on arrive à la fin, on dit, ok, on arrive à nourrir tout le monde, avec des conséquences, avec des scénarios différents, parce que là, il n'y en a que 3, mais en vérité, il y en a plusieurs autres qui ont été construits. En tout cas, le truc, c'est de dire, c'est possible, et surtout,
c'est moins cher. C'est-à-dire que globalement, c'est moins cher. Donc, en fait, c'est vrai que c'est possible. Le problème, ce sont les monopoles qui bloquent tout et qui n'ont pas intérêt à ce qu'on produise localement. C'est ça, parce qu'il y a des enjeux financiers très importants. Et je prends l'exemple du maïs. On importe du maïs de pays qui font une récolte par an, alors que nous pouvons faire 3 à 4 récoltes par an. Des fûts d'huile, les mettre en bouteille à La Réunion et les lancer sur le marché. Ça a très bien marché. Que les prix étaient inférieurs au prix des importations. Et dans cet ordre d'idée, ça avait bien marché, donc il a fait de la plus-value. Il voulait réinvestir pour faire venir les fûts, raffiner, mettre en bouteille, donc de l'emploi supplémentaire et ensuite une consommation locale. Ensuite, ce qu'il voulait faire, parce que ça continue à marcher, c'était de faire venir les matières premières, faire la presse, et ainsi de suite, et vendre sur le marché. Et la finalité, c'était de planter les produits nécessaires pour faire de l'huile. Qu'est-ce qui s'est passé? Roman a été repris par le sieur, parce que le sieur a fait couler le Roman. Parce qu'il a fait du dumping, c'est-à-dire que les 1% de son marché national, ici à La Réunion, il l'a vendu à perte, pour pouvoir faire couler notre produit local. Donc, face à ce dumping, on a du mal à pouvoir rentrer dans cet ordre d'idée de vouloir créer des entreprises et produire ici à La Réunion. Et ça, c'est une question, et vous l'avez abordé assez souvent, c'est une question politique. Et à ce problème-là, c'est une question politique, ça va se régler que par des réponses politiques. Oui. Et pour revenir sur ce que disait monsieur au fond, là, sur est-ce que c'est possible, ou madame qui disait que c'est bon les fruits à pain, tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il y a concrètement, ça implique aussi qu'on revienne, indépendamment du riz, qui est un produit qui arrivait tard. Vous parliez du maïs, concrètement d'un point de vue agronomique, hein, les associations maïs avec une légumineuse, c'est ce qui se fait partout dans les pays de la zone. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le système-là, d'un point de vue technique de production, ça va nous faire revenir sur des systèmes vivriers qui associent les haricots, les ambrevates, le maïs, une part du riz. Il y aura des arbitrages. Sur l'huile, il y aura un arbitrage. Sur les surfaces, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'huile, sachant que d'un autre côté, il faut aussi qu'on mange des haricots et ceci, cela. Donc à un moment donné, il y aura un raisonnement qui va se faire. Toutes les espèces amylacées, les fruits à pain, les choses comme ça, la façon de les transformer. La part de l'huile, concrètement, les Réunionnais, à l'époque du blocus, ils mangeaient du manioc, du fruit à pain, du songe, gambar, etc. Maïs. Quand j'ai ramassé des fruits à pain dans le jardin de la sous-préfecture, parce qu'ils étaient en train de quasiment de mourir, j'ai demandé donc si on pouvait les ramasser. On m'a dit, mais oui, mais ça, vous allez manger ça? J'ai dit oui. Et alors elle m'a dit, mais c'est pour les pauvres ça. Eh ben, ça va être nous demain, t'inquiète. Ça vient, ça vient. 4 euros, 5 euros, c'est de la rareté. Elle m'a dit, c'est pour les pauvres. Et moi, l'autre chose, c'est les pamplemousses. J'adore vos pamplemousses. Et j'en trouve pas à acheter. Enfin, si, une blinde. Les pamplemousses qu'on voit dans tous les jardins. Non, c'est ça, moi j'ai entier, j'ai mangé beaucoup de fruits à pain. Et ici, je trouvais étonnant que les fruits à pain soient par terre et en train de pourrir. Hein, voilà, c'est tout. C'est l'idée qu'ont eu les gens à partir du moment où justement, il faut quand même voir ce qu'a apporté le pétrole, etc. Ça a été la facilité à faire des choses. Donc à partir de là, on a oublié. Donc les gens, pour sortir de la pauvreté ou de l'impression qu'ils en ont eu, c'est de faire autre chose. Donc d'importer du riz et d'abonder des cultures qui étaient bonnes. Parce que franchement, au-dessus du fruit à pain, il n'y a pas mieux. Mais, ou du riz local qu'on peut faire complet, etc. Mais ouais, c'est l'idée de sortir de la pauvreté. Simplement, on va y retourner, sauf que l'on conçoit que c'est pas de la pauvreté que de remanger du fruit à pain et qu'on peut se faire plaisir. Je voudrais revenir sur la question des protéines animales et de l'élevage ici à La Réunion. Qu'en est-il de la leucose bovine?
On mange pas de viande. Alors, c'est le fait de manque de vigilance à l'importation. Ils sont en train de travailler le sujet parce que alors c'est tout le débat qui est entre les élevages lait et les élevages viande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même les filières laitières qui ont déconné, il faut le dire. Les filières viande étant quand même plutôt globalement des filières qualitatives à La Réunion, vu que c'est des bovins de race viande au champ. Parce que la seule chose qui soit soutenable dans la durée, c'est évidemment si on veut avoir des bœufs, que ce soit simplement des bœufs au champ, et pas des bœufs en élevage de batterie avec de l'aliment importé. Dans ces cas-là, on met globalement une bête à l'hectare. Donc il faut assumer le fait que si on veut manger de la viande, c'est à hauteur d'un hectare consacré par animal, globalement. Et sur la partie lait, tous les élevages laitiers réunionnais, c'est de l'élevage intensif. Donc voilà, et c'est ça qui a amené la leucose. Alors ils sont en train d'assainir les troupeaux par des bêtes indexées sanitairement, etc. Mais n'empêche qu'on a quand même ce problème sur la filière lait, qui elle est basée sur des animaux en étable. Un éleveur m'a dit qu'il y a un seul troupeau qui n'est pas la leucose bovine, qui n'a pas la leucose bovine, c'est celui qui fait les bœufs moka. Voilà, les bœufs moka. Donc ceux-là, eux, c'est sûr, ils n'ont pas eu la leucose bovine. Ils n'ont pas non plus. Voilà. Et du coup, vous en parlez avec la direction de l'agriculture, la DAF ici. C'est quoi les étapes d'après pour J'ai rencontré donc, le président de la Chambre récemment parce qu'on a fait une intervention télévisée sur le cyclone après Garance. Il y avait un passage sur Réunion la première et du coup il passait en deuxième, on a pu se croiser et je lui ai dit que j'aimerais bien le rencontrer justement pour pouvoir aborder ce sujet-là, d'autant plus que dans mon historique personnel et professionnel, je l'ai rencontré quand il était tout débutant. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir un échange voilà, dessus et où je vais pouvoir lui montrer. Et c'est quelqu'un franchement d'intelligent, que franchement depuis le début, quand je l'ai vu quand il s'est installé, il avait quelque chose de plus. Je ne suis vraiment pas étonné qu'aujourd'hui il soit président. Après, c'est comment on utilise son intelligence. Après le département, parce que c'est eux qui sont responsables de l'agriculture à La Réunion, alors que dans les autres départements, c'est la région qui en est... Comment dire? C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Il y a eu une réunion qui a été faite, je crois que c'était début d'année, je crois, où il y avait tous les intervenants associatifs et puis pour parler de l'autonomie alimentaire, enfin c'était... En fait, c'est très opaque. C'était pas constructif. Je n'ai pas trouvé ça très constructif. C'est autant pour le transport, on avait la région qui a mis vraiment j'ai l'impression où il a mis des moyens d'information, de chaque citoyen avait les informations pour pouvoir créer dans son espace un comité, puis pouvoir échanger dans son quartier, enfin vraiment, là l'autonomie alimentaire, on a été réunis, il y a eu un espace de parole qui a été très très restreint, ensuite il y avait des groupes de travail où c'était pas construit, enfin c'était... Ça c'est le département. Je suis assez inquiet, et quand en plus on voit que le PSTA, le plan de souveraineté alimentaire de La Réunion, qui a été co-signé par tout le monde, donc qui est un élément de la préfecture, et qui nous dit qu'on est en bonne voie, vous vous rappelez? Je disais, on est en bonne voie par rapport... ça fait peur, quoi. Lisez-le. Cet article, il y avait des graphes. Il avait fait des graphes avec des échelles, il y avait le 30% c'était là, le 35% c'était là, et il montrait que ça avait doublé parce que ça avait pris 0,1%. Exactement, et parce qu'ils prennent certaines cultures. Et quelque part c'est vrai, mais ils prennent que le frais. C'est encore une fois, ils prennent que le frais. Et c'est ça tout l'élément. Et je trouve que c'est trompeur vis-à-vis de La Réunion. Après, je te passe la parole. C'est ça où je trouve que c'est trompeur vis-à-vis des Réunionnais, et quelque part c'est même, je vais utiliser un mot dur, suicidaire. Parce que si demain on ne peut pas manger,
Encore une fois, regardez comment on s'est battu pour du papier toilette, enfin, peut-être pas vous, mais comment il y en a qui se sont battus pour du papier toilette, demain, on va avoir faim. Et si vous prenez, parce qu'au final, on n'a pas ressorti, mais il n'y a que 23%, avec ce qu'on produit, il n'y a que 23% des Réunionnais qui vont pouvoir manger. Sur 1 million, ça veut dire 200 000 personnes. Enfin, c'est... Ben, on prend l'avion. Comprenez pourquoi ma belle-mère avait eu un choc, véritable. Et lesquels ce seront, et comment vont faire les 800 000 autres personnes qui vont avoir faim. Enfin, je veux dire, à mon avis, ça va être... ça risque franchement d'être la guerre civile, quoi. Ouais, alors c'est un mélange entre une question et une demande de confirmation. C'était dans une ancienne... Enfin, dans une précédente réunion avec l'Université Marron, je crois. Ils avaient parlé que dans les intrants, que tout ce qui était graines venait aussi de l'extérieur. Ce qui fait, c'est-à-dire que même la base, elle vient pas d'ici, quoi. Ouais. Alors ça, c'est effectivement dommageable quand on pense par exemple sur des cultures vivrières comme la pomme de terre, en importe semence. Quand toutes les cultures, justement, la part qui manque finalement, même sur le frais, c'est essentiellement les légumes qu'on peut stocker longtemps et qu'on peut transporter. Pommes de terre, carottes, oignons, ail. Voilà, tous ces produits-là. Ils sont capitaux, ces produits-là, parce que finalement, c'est la part des 30% qui manquent sur le frais déjà. Et c'est des filières semencières locales qu'on pourrait faire. Surtout que alors parce que ça crée une filière semencière, ça crée des opportunités de marché pour des agriculteurs qui veulent s'engager sur des projets semenciers. Il y a une filière semencière à La Réunion quand même qui existe, ça s'appelle Floris, simplement. Il faut en faire un objectif politique, il faut mettre ça dedans. C'est-à-dire que là encore, c'est d'assumer le fait que c'est une nécessité qu'on ait une autonomie, y compris sur la création du matériel végétal de base, quoi. Complètement. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous faites à l'Armée Flore? Oui, alors moi je suis salarié de l'Armée Flore, donc là évidemment je ne parle pas au titre de la boîte qui m'emploie. Non, non. Je suis un agronome là-bas comme ça, alors, mais effectivement, on travaille ces aspects-là de semences locales. Mais ce que je peux dire justement sur ce côté-là technique, sur les sujets, les différents agronomes ou chercheurs la coccinelle, enfin tout ce qui peut graviter comme organisme technique là-dessus, c'est pas sur l'incapacité technique qu'on peut avoir. On n'a pas vraiment des problèmes techniques à régler, quoi. Les problèmes techniques à régler, ils se règlent à partir du moment où il y a effectivement une ligne tracée, une ligne politique tracée. Si on demande à des techniciens habilités dans leur domaine, vous réglez ce problème-là de production de la carotte, j'ai des collègues qui ont travaillé sur la carotte et sur les variétés adaptées il y a 20 ans, quoi. Donc il n'y a pas tellement d'inconnus sur la façon de cultiver de la carotte à La Réunion. Simplement, la carotte, ça exige par exemple des sols profonds, pas caillouteux, donc idéalement, je ne sais pas moi, la plaine du Gol. Et la plaine du Gol, il y a quoi sur la plaine du Gol? Il y a la canne à sucre. Donc, et puis avec les rotations de culture, donc on ne fait pas carotte sur carotte, donc il faut quand même des surfaces assez importantes pour les faire tourner, un coup de la carotte, un coup de la pomme de terre, un coup ci, un coup de légumineuse, donc il faut quand même avoir les surfaces pour le faire, donc c'est un sujet politique. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Oui, j'avais juste une question. Donc, on a parlé de l'aspect scénario et de comment on allait à ce scénario. Pour avoir travaillé sur des scénarios aussi dans le domaine énergétique, un des points, bon là on voit bien qu'il y a énormément de dimensions, une dimension culturelle, une dimension politique, etc. Et la dimension qui va in fine convaincre du fait que c'est réaliste ou pas réaliste, c'est la dimension financière. Dans la transition énergétique, aujourd'hui on a des chiffrages de combien coûtera en Europe la transition vers une production énergétique différente, un mix énergétique différent, et on est autour de 1000 milliards d'euros par an pour l'Europe, ce qui est énorme. Ça veut dire en gros pour la France entre 60 et 120 milliards d'euros, c'est à peu près les chiffres, par an.
ce qui se compare avec le déficit budgétaire actuel. On voit que, en tout cas, si on veut le faire, on aura vraiment des choix extrêmement rudes à faire. Là, comme on n'a pas de chiffres, c'est beaucoup plus difficile. Mais moi, il me semble quand même que chiffrer quels sont les investissements qu'il faudrait faire, où est-ce que ça va coûter, où est-ce qu'on va dépenser, à quel moment on va le dépenser, sous quelle forme, et d'où viendra cet argent, c'est quelque chose qui est vraiment un nœud, c'est vraiment central pour toute transition qu'on veut effectuer. Donc voilà, c'est plus un commentaire qu'autre chose pas. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu justement aborder cet aspect, le bio, est-ce que c'est cher? C'est parce qu'on voit aussi qu'il y a une enveloppe, et si on reprend les travaux de Michel Duru, et qu'on se dit pour 1 euro qui est dépensé dans le conventionnel, il y a 1 autre euro qui est dépensé, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'eau, pour la santé, etc. On voit bien que cette enveloppe-là, elle est, si jamais on reconvertit en bio, c'est une enveloppe qui peut être de l'ordre de 200 milliards sur la France, de non dépensés. Alors bien sûr, c'est du non dépensé. La présentation que vous avez faite, vous avez pris 0 externalité négative pour la partie bio, ce qui est évidemment une simplification. Ouais. Donc probablement il faut affiner les chiffres pour complètement. être Je suis d'accord. crédible possible. Je suis d'accord. C'est l'objectif, hein. C'est ce qu'on a discuté avec Bernard, qu'on peut discuter avec d'autres, c'est qu'à un moment donné, il faut arriver pour affiner tout ce genre de réflexion, d'avoir une pluridisciplinarité qui inclut, comme vous dites, tous ces champs aussi de l'énergie. Alors c'est aussi l'enjeu, effectivement, comme tu le disais, de la présentation de Valentin, là. Ça c'est très complémentaire. Tout ce qui est travaux du Chiffre Project, on en parlait, où on travaille. Il y a beaucoup plus les logiques de flux. Là, ce qu'on n'a pas abordé, c'est justement dans l'agriculture, comment l'agriculture, quels sont les compromis par rapport aux flux énergétiques ou de captation de carbone, les plus et les moins d'activer tel ou tel levier. La part de l'élevage par rapport à ceci, la part de la mécanisation agricole, la contribution de l'agriculture à du biocarburant ou pas, tout ça, ça se règle effectivement dans des débats très très construits, quoi, évidemment. Et d'ailleurs, je précise également, comme tu l'as fait, qu'en aucun cas je parle pour une des associations, je n'ai pas de mandat pour représenter une seule des associations qui sont là, et c'est bien en tant que citoyen engagé que j'interviens, je précise aussi. Voilà. Oui, c'est ça, ce qu'on se dit, c'est que finalement, moi j'ai la conviction que c'est au niveau aussi de l'associatif, dans tout ce que ça composante, les gens qui s'intéressent au climat, les gens qui s'intéressent à l'agriculture, les gens qui s'intéressent à l'environnement, les gens qui s'intéressent à la sécurité alimentaire, à l'énergie. Bon, tout ça, quelle est la part en fait de l'associatif et de la réflexion associative par rapport à la réflexion politique et quelque part au retard à l'allumage qu'il peut avoir parfois. Enfin, moi, c'est la question que je me pose. Et il y a un moment donné, c'est vrai qu'à affiner ces chiffres ou à être le plus précis possible, le plus factuel et le plus exhaustif, ça a vraiment un sens pour peser sur les débats, quoi. Et les agriculteurs, ils ont envie? Ouais, je pense que oui, quand même, hein. Comme je vous disais, ils n'ont pas envie de s'esquinter la santé. Alors, il y a... Monsieur va sûrement pas me contredire par rapport à son passé, mais on est quand même dans une société coloniale, hein, et on n'est pas sorti de la colonisation. Moi, je le dis comme ça. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'est aussi une industrie sucrière, c'est une production coloniale. Hein. Il faut voir quand même que la Réunion, c'est quand même ce qui, je veux dire, à l'époque des grandes découvertes, le roi de France, il avait envie d'avoir du sucre, du café, du cacao, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Hein, et avec des esclaves qui faisaient fonctionner le système quand même. Hein. Donc on n'est pas sorti de là quand même, ni dans les esprits, hein, ni dans la gestion peut-être politique de ce sujet-là. Hein. Je suis en train de chercher un lien, il y a une chaîne... Oui, je vous en prie. Oui, forcément, je vous rejoins là-dessus. Ça enlève les arguments de dire qu'à La Réunion, on ne peut pas faire telle ou telle chose. En définitive, à chaque fois que la France a eu besoin
d'un produit pour sa consommation ou pour les marchés internationaux, eh bien on a planté le coton, la canne, le tabac, on a fait des huiles essentielles, ça dépendait des intérêts à un moment donné, et on a fait la monoculture, on a complètement occulté le reste. Et monsieur a soulevé une très bonne question, c'est le côté financement, mais les finances, depuis 1946, il y a des dotations qui arrivent, hein, et justement c'est ce système colonial là qui a fait en sorte, qui a détruit tout le système de production, mais qui a favorisé le secteur de la fonction publique, etc., où il y a eu des progrès, indéniables, c'est sûr, nous-mêmes on reconnaît, mais je veux dire que ça a été au détriment de la production locale et pour favoriser les monopoles d'importation. Et ce sont eux qui sont les grands gagnants actuellement, et la grande distribution, bien sûr, qui va sévir. Et donc des dotations, il en existe. Et notamment au domaine de la canne ne vit pas de sa production, elle ne vit que sur des aides. Les aides de France et les aides de l'Europe. Et en plus, ils se font de l'argent, les usiniers et les gros propriétaires terriens, pas les planteurs, ce sont eux qui ramassent la majorité des subventions. Comment voulez-vous fonctionner normalement et faire produire de quoi donner à manger à la population si on est dirigé sur une politique qui est basée sur uniquement le profit et uniquement pour des intérêts qui sont extérieurs aux intérêts des Réunionnais et de la Réunion. Il y a une chaîne d'ailleurs YouTube qui s'appelle Réunion TV et qui traite notamment de plein d'aspects de la canne, dont l'histoire, et dedans on parle du colonialisme et de tous ces aspects, et où on voit en fait quand j'entends la canne c'est la culture de la Réunion. Et pour achever ce que vous disiez, c'est tellement plus facile d'avoir des gens dans l'ignorance parce que finalement, produire de la canne, c'est pas très technique. Et simplement, quand on va se réveiller avec le fait qu'il va falloir éduquer les agriculteurs à d'autres méthodes et d'autres pratiques, ben c'est compliqué parce que c'est des gens qui auront touché à un produit, effectivement, où on met l'engrais, on met l'herbicide, on coupe, on emmène à l'usine. Voilà, et ça c'est maintenir les gens dans une ignorance d'une progression technique, etc. Ça aussi c'est dommageable. Je n'avais pas terminé, hein, excusez-moi, mais je n'avais pas terminé, c'était simplement pour vous donner un exemple. Hein. Je prends simplement le café Bourbon Pointu. Les Japonais, ce sont eux qui l'exploitent. Ils achètent 100 € le kilo. Et la valeur du café Bourbon Pointu sur le marché international, bien sûr, qu'il a été transformé par les Japonais, c'est 1 000 €. Oui. Ça veut dire qu'il y a 900 € de plus-value qui nous échappent. Oui. Et ça, c'est valable pour tous les produits, déjà, si on voulait faire de la plus-value. Mais restons bien sûr sur le plan de l'autonomie alimentaire seulement. On a de quoi, on a assez de potentiel en agriculture pour avoir la quantité et la qualité. Pour compléter en tout cas, et pour peut-être en terminer, parce qu'on doit laisser des locaux, peut-être qu'il faut ajouter à ce facteur financier le facteur temps aussi, hein, bien évidemment, et bien évidemment la volonté politique. Hein, ce sont, me semble-t-il, 3 éléments très importants pour cette question. Voilà. En tout cas, merci aux uns aux autres, merci de votre...